Mes chers compatriotes, on m'a rapporté que certains d'entre vous, élèves de terminale ES, aviez le plus grand mal à bien comprendre ce qu'était une politique de relance. Je ne voulais pas les laisser dans l'ignorance. C'est pourquoi, le 17 mars, j'ai décidé de lancer un vaste plan de relance de l'économie afin que ces élèves aient l'illustration la plus concrète au monde de ce dont il s'agit. Je l'ai fait pour eux, pour les aider à réussir le bac, contrairement aux apparences qui laissent penser que c'est la crise elle-même qui m'a obligé à agir. Mais je cède maintenant la parole au professeur Corona, qui va décrypter tout cela pour vous. Vive la République et vive les SES. Bonjour, me revoilà, ravi de vous revoir. Sur RTL, mardi 17 mars, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé les mesures du nouveau plan de relance pour l'économie. Cette relance, c'est un déblocage de 45 milliards d'euros en faveur des entreprises touchées par la crise. Alors, que représente cette somme? Comment sera-t-elle distribuée et dans quel but? Accessoirement, d'où viendra cet argent? Qui le payera? C'est ce que nous allons voir. Voyons déjà ce qui était prévu avant la crise. Le PIB était parti pour progresser de 1,3% en 2020 par rapport au PIB obtenu en 2019. Autrement dit, la quantité de richesse créée cette année, biens et services, aurait dû être supérieure de 1,3% à la quantité obtenue en 2019. L'État avait prévu de collecter un certain pourcentage de richesse créée pour obtenir des recettes et de financer avec cet argent, au fur et à mesure, les dépenses permettant que les administrations publiques produisent des services non marchands, tels que l'éducation nationale, l'armée. Ces productions auraient elles-mêmes fait partie du PIB, je préfère le rappeler. Il était déjà prévu que le budget soit en déficit, c'est-à-dire que l'on dépense plus qu'il n'y avait de recettes. Mais le niveau du déficit prévu était relativement modeste, 2,2% du PIB, ce qui, par rapport à la moyenne des années antérieures, est assez peu, très respectueux du critère européen de non-dépassement de 3% du PIB. Le niveau total de la dette française, celle dont les créanciers sont les ménages aisés, les entreprises de la finance et les fonds de placement, fonds de retraite, d'épargne ou du monde entier, aurait dû rester proche de 100% du PIB. Nous avions réussi à abaisser cette dette pour qu'elle ne représente que 59% du PIB en 1999 pour entrer dans l'euro, mais depuis, il y a eu des dérapages, notamment lors de la crise de 2008. Voyons maintenant ce qui aurait pu arriver sans le plan de relance. Bercy, le ministère de l'économie et des finances, vous le reconnaissez ici, aurait pu se contenter d'un rôle d'observateur et il aurait constaté quoi? La plupart des entreprises qui n'avaient rien vendu en mars parce qu'elles étaient fermées auraient souffert. Si on maintenait leurs charges sans permettre qu'elles gagnent quoi que ce soit. Certaines auraient été en faillite. Elles auraient donc dû licencier leurs milliers de travailleurs. Des travailleurs à qui on avait dit qu'il y avait encore un bon bout de chemin à parcourir avec eux et puis là l'ont terminé. Et ces travailleurs licenciés, par une réaction en chaîne, vont faire tomber d'autres dans le même drame, parce qu'en perdant leurs revenus, ils auraient fortement réduit leur consommation, et donc leurs dépenses d'alimentation par exemple. Et du coup, même les magasins autorisés à rester ouverts auraient perdu des clients. Ils auraient licencié du personnel aussi, et ainsi de suite. Cependant, en admettant que l'État se montre aussi indifférent au sort des entreprises, aurait-il pu au moins profiter de cela sur le plan financier? Son déficit aurait-il pu rester à 2,2% du PIB? Eh bien non, car l'État n'est pas un individu dont la gestion du budget n'a que peu d'impact sur l'état de l'économie en général. Comprenez bien que les impôts votés au Parlement, pour la plupart, ne sont pas des sommes fixes, ils sont calculés en pourcentage de ce que gagnent les contribuables. La TVA est ainsi calculée en fonction de la valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée s'effondre, il n'y a plus de recettes fiscales, et donc plus moyen de couvrir les dépenses. Il ne peut donc pas regarder les entreprises s'effondrer avec détachement. Alors vous allez me dire, pour éviter un trop grand déficit, aurait-on pu diminuer d'autres dépenses prévues pour aider les entreprises? Vous allez voir, on aurait pu faire quoi? Annoncer que, par exemple, les fonctionnaires ne recevront pas de salaire au mois de mars et au mois d'avril pour compenser les sommes qu'on donne aux entreprises? Le professeur Corona, par exemple, il faut qu'il utilise son épargne pour acheter à manger à ses enfants? Et s'il n'a rien de côté, il doit faire la manche? Dehors? Pendant une période de confinement de général? C'est pas gagné. D'ailleurs, je me demande entre nous si les SDF seront verbalisés s'ils restent dehors, ou alors est-ce que le gouvernement a quand même prévu de faire quelque chose pour eux? Je l'espère, mais je reviens maintenant à mon affaire. Ne plus payer les fonctionnaires, ça revient au même problème que ne pas aider les entreprises. Les fonctionnaires vont dépenser moins d'argent et la crise va s'accentuer. Ce n'est donc pas une solution. Dans un sens, avec un budget de 0 dépenses et de 0 recettes, on a bien 0 déficit, au prix d'un effondrement total de l'économie du pays, mais bon. Eh bien, même là, le déficit public aurait explosé quand même.
car les intérêts de la dette accumulée par le passé auraient dû être payés sans qu'on ait rien gagné pour les régler. Bref, quand les choses vont très mal, il faut faire un plan de relance. Alors, en quoi il consiste, ce fameux plan de relance ? L'État crée entre autres un fonds de solidarité pour les entrepreneurs, commerçants, artisans touchés par les mesures de fermeture administrative. S'ils peuvent justifier d'une baisse d'au moins 70% de leur chiffre d'affaires comparé à celui de mars 2019, il leur sera versé une indemnité forfaitaire de 1 500 €. D'abord pour mars, probablement aussi pour avril, et jusqu'à 600 000 entreprises pourraient être concernées. Le tout sans réduire particulièrement les autres dépenses programmées plus tôt. Voilà ce que c'est qu'un plan de relance. Maintenant, il reste une question. Les 45 milliards d'euros, on va les trouver où ? C'est un déficit qui représentera au total 4,2% du PIB. Cette fois-ci, on explose les règles de bonne gestion européenne. L'État va trouver les 45 milliards là où il se fournit d'habitude. Cette somme sera empruntée sur les marchés financiers internationaux, notamment auprès des banques et des assurances. Comment s'assurer que les entreprises financières auront assez d'argent pour lui prêter ? Pas d'inquiétude, elles iront elles-mêmes s'approvisionner dans ce beau bâtiment que voici, la Banque Centrale Européenne, la Banque des banques, institution publique. Cette institution, pour obliger les banques à prêter à l'État, leur fait passer l'envie de laisser leurs ressources dormir sur un compte en les taxant avec un taux d'intérêt négatif de moins 0,5%. Et si, malgré leur bonne volonté, les banques n'avaient pas assez de monnaie en réserve, la Banque centrale a pour mission d'en créer en quantité illimitée toutes les sommes nécessaires. Techniquement, il n'y a aucun problème. En général, on évite d'en créer trop pour éviter de générer trop d'inflation. Bon, aujourd'hui, on sauve le pays d'abord. Mais au fait, ça aurait été si grave que ça, l'inflation. Pour le pouvoir d'achat des ménages, vous voyez les prix augmenter, votre salaire reste stable, c'est pas terrible. Mais, si on avait augmenté les salaires en même temps, ça aurait été bon. Il y a eu des périodes dans l'histoire où on jouait à ce jeu. Les prix augmentaient, on augmentait les salaires, les hausses des prix continuaient, on augmentait les salaires, un jeu sans fin. Ces périodes d'inflation élevées ont généré des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'étaient les ménages qui s'étaient endettés pour acheter un bien immobilier avant le début de la montée de l'inflation. Leur mensualité de prêt restait fixe, leur revenu s'élevait considérablement. Les mensualités pesaient bien moins lourd dans le budget à la fin. Les perdants, c'étaient les ménages qui avaient d'importantes sommes épargnées sur leur compte avant le début de la crise. Les sommes déposées sur les comptes restent les mêmes, le temps passe, les prix des biens que l'on peut s'acheter avec son épargne s'élèvent à un niveau tel que l'on a l'impression de la voir fondre à vue d'œil, son épargne. Bref, l'avenir dira si le plan de relance a réussi, mais j'espère que vous avez mieux compris ce dont il s'agit. Au revoir et à bientôt.